Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneda. Au sommaire de cette édition, les étudiants de première année à l'Université du Burundi réclament leur pré-bourse de 3 mois. Ces derniers disent qu'ils ont de plus en plus du mal à s'organiser, faute de moyens, surtout en ce qui est de la restauration. Le non-respect des gestes barrières contre la Covid-19 inquiète de plus en plus la population et surtout les habitants de Bujumbura. Pourtant, le numéro 1 burundais s'est félicité du pas franchi dans la lutte contre cette pandémie et a promis de rouvrir tous les espaces de loisirs. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les conditions déplorables dans lesquelles vivent les détenus au Burundi, des détenus qui ont de plus en plus du mal à avoir accès à la nourriture. Voilà pour les principales articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ce titre. Bonsoir. Ouvrons ce journal par cette page sécuritaire où un élève de l'écofo Kibogoye situé au chef-lieu de la commune Kayokwe en commune Ngaro a été blessé par une balle perdue en plein cours. Depuis, aucune enquête n'a été diligentée pour savoir l'origine de cette balle. Certains habitants dénoncent le laisser-faire des administratifs. Éloge divin, Rémèche. Idriss Doussenge, élève en 3e année primaire, a été blessé ce jeudi par une balle qui a percé le toit. Cette balle, dont l'origine reste inconnue, l'a blessé au moment où il était en classe avec d'autres élèves. Il a été transporté manu militari à l'hôpital de Kibumbu, mais a fini par être transféré à l'hôpital de Kibuye à Gitega, où il est actuellement alité. Certains habitants de la commune Kayokwe révèlent que les administratifs expliquent que cette balle serait venue du champ de tir du camp Mwaro, mais les militaires qui sont venus s'enquérir de la situation réfutent ces explications. Les administratifs disent que cette balle serait venue du champ de tir de Gihinga où les militaires s'entraînent. Mais des militaires sont venus faire le constat et ont dit que cette balle ne pouvait pas provenir de Gihinga vu la distance qui sépare cette école de Gihinga. Les habitants déplorent que les enquêtes n'ont pas été diligentées immédiatement alors que les administratifs étaient sur les lieux. Aucune fouille et perquisition dans les milieux environnants de cette école n'a été faite alors qu'il était clair que la balle venait d'un endroit proche. Les fouilles et perquisitions sont opérées souvent, même sans que la sécurité ne soit perturbée. Et les habitants sont réveillés par des policiers qui viennent contrôler s'il n'y a pas d'armes dans les ménages. Ça n'a pas été le cas hier et même aujourd'hui. Ce qui nous étonne encore est que des enquêtes n'ont pas été diligentées alors que l'incident a eu lieu sur une école située au chef-lieu de la commune, tout près du lieu de travail des administratifs. Les policiers sont là en grand nombre, tout comme l'administration communale. Les habitants demandent aux administratifs de veiller à la sécurité de la population. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Honoré Atongimana, administratrice communale de Kayokwe, pour recueillir sa réaction. Éloge divin, Rémicha, sécurité toujours. Le député Claude Missale Mugombelwa accuse le gouvernement congolais de complicité dans les atrocités et le pillage dont sont victimes les populations civiles au sud Kivu, imputables au gouvernement burundais. Après une correspondance expédiée ce mardi au plus haut sommet de l'ONU, cet élu national congolais revient ce vendredi sur le bilan des dégâts occasionnés par les affrontements entre l'armée burundaise et le mouvement Red Tabara sur le sol congolais. Suivez plutôt l'honorable Claude Missale Mugombelwa, élu national de la région du sud Kivu. Nous avons identifié plus de 70 morts, plus de 17 villages incendiés, plus de 5000 déplacés qui passent la nuit à la Belle Étoile suite aux affrontements entre l'armée burundaise et les rebelles de Red Tabara dans le moyen plateau. Moi-même, de mes propres yeux, j'ai vécu, n'est-ce pas, cette réalité. J'ai vécu l'entrée de troupes étrangères, des Imbonerakure, de l'armée burundaise sur le sol congolais. Il n'y a pas 3 jours. Les Imbonerakure et l'armée burundaise, ils ont pillé les bétails. Chez nous, au Congo, ils ont fait traverser ce bétail au Burundi. Le gouvernement burundais a accueilli ce bétail. Et parce que
si nous, en tant que Congolais, nous devons accepter ça, on ne peut pas accepter ça. Mais pourquoi le gouvernement congolais a accepté que les vaches volées puissent entrer dans le pays? C'est qui prouve que le gouvernement congolais est en train de soutenir toutes les violations, tous les actes de barbarie qui sont commis dans les moyens plateaux de Virafizi et Moïse. Ce qui a fait que nous puissions monter au créneau, c'est que jusqu'au moment où nous parlons, le gouvernement congolais n'a pas communiqué officiellement à la population congolaise sur l'entrée des troupes étrangères sur le sol congolais. Nous avions fait des recommandations aux Nations Unies auxquelles nous attendons les résultats comme population. Notre souci est que les Nations Unies puissent diligenter une enquête indépendante. Des experts de l'ONU, j'ai exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à appliquer les articles 41 et 42 de la Charte de l'ONU suite aux actions offensives et d'adopter des sanctions civiles contre les dignitaires burundais qui seraient impliqués dans le massacre des Congolais dans le haut et moyen plateau, crime d'agression commis par l'armée burundaise associée au Gumino Twirwaneho dans le territoire d'Uvira, Fizi et Mwenga. Avant de m'adresser aux Nations Unies, j'ai eu à adresser une question écrite au ministre national de la Défense et ancien combattant pour qu'il puisse répondre à certaines préoccupations de la population par rapport à l'entrée des troupes étrangères sur le sol congolais. Mais jusqu'au jour où nous parlons, il n'y a pas de suite par rapport à cette question écrite. L'honorable Claude Missari Mugombelwa signale que la balle est actuellement dans le camp du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et fait savoir que des actions collectives concrètes sont envisageables si rien n'est fait. Encore une fois, l'honorable Claude Missari Mugombelwa. Je pense que ma correspondance a été bien reçue par le secrétaire général des Nations Unies et au Burundi de s'assumer. Si le Burundi estime qu'il n'est pas responsable de tous les dégâts qui sont enregistrés, eh bien, c'est aux experts des Nations Unies qui vont nous le prouver. C'est au gouvernement congolais de s'assumer. Nous sommes le représentant du peuple au moment opportun. S'il n'y a pas une suite favorable à notre correspondance, je vous confirme déjà que la population va s'assumer. Nous allons faire de grandes actions populaires pour que la population d'Uvira, la population du Sud Kivu, la population de l'Est de la République ne soit pas, n'est-ce pas, victime. En page politique, la justice, la bonne gouvernance, une vision commune de l'histoire, la culture et une action civique, telles sont les valeurs prônées par l'association Parsem pour servir de fondement à l'unité des Barundi. Déclaration faite par Faustin Ndikumana, président de la Parsem, dans une conférence de presse animée à la veille du 30e anniversaire de la Charte de l'unité nationale célébrée tous les 5 février suivi. Et pour renforcer la cohésion nationale, il faut d'abord que la fondation de la cohésion soit forte. On a 2 accords de cohabitation pacifique. Il y a l'accord d'Arusha, dont nous célébrons la signature demain. Et cet accord a été relié par notre accord très important, l'accord d'Arusha. Nous avons 2 héros de référence, le prince Rwagaso, le président américain Dadaye, la culture politique qui a caractérisé les discours et les actions, qui veut nous servir d'exemple. Et aussi le concept de Ushinganahe, qui devrait guider la cohésion. Au niveau des piliers, c'est la grande partie de la bonne gouvernance. C'est d'abord la bonne gouvernance électorale pour qu'au Burundi il n'y ait plus de prétexte de contestation électorale qui pourrait avoir la base de la cassure au niveau de la cohésion. Il faut une administration professionnelle qui sait les intérêts des populations et non se servir, notamment la séparation des postes politiques, des postes techniques, le principe de déclaration des biens, la gestion des incompatibilités, l'égalité devant tous à l'accès aux services de l'administration. Et le 3e pilier, c'est la justice. La justice, c'est dans le contexte de la commission de vérité et réconciliation pour rompre avec un passé sombre et lourd. Il y a la justice qui doit être un arbitre. Aujourd'hui, une justice qui n'est pas la justice du vainqueur, une justice qui peut protéger les forts et les faibles. 4e pilier, c'est l'action civique dynamique, conçue par une presse libre, une société dynamique, des citoyens qui savent exercer leurs droits, savent exercer la redevabilité vis-à-vis des dirigeants. Il y a la libre entreprise, au secteur privé, sans entrave. Là, c'est 4e pilier. Et au niveau de la toiture, alors, c'est la vision du développement. Penser à lutter contre la pauvreté aussi constitue le rempart au niveau du renforcement de la cohésion nationale.
nationale. Il faut être conscient de nos potentialités, fenêtres de décollage, voir comment vraiment améliorer la situation et au niveau économique, ça pourrait aussi soutenir la cohésion nationale. Je vous le disais en titre, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye a promis aux habitants de Bujumbura le retour des activités de loisirs suite à la baisse de cas des personnes atteintes du coronavirus. Lors du forum des jeunes entrepreneurs de ce jeudi, le numéro 1 burundais en a profité pour féliciter les citadins d'avoir respecté les mesures barrières. Suivez. Au cours de cette semaine passée, les personnes contaminées ne dépassaient pas le nombre de 58. Vous comprenez qu'il y a de l'espoir. Si vous continuez cet effort de lutter contre cette pandémie, elle va disparaître et vous laisser libre de vous divertir. Dans la capitale Bujumbura, il y aura une évaluation et voir comment tempérer les mesures prises parce que vous avez fait preuve de discipline. Je vous demande de rester dans la logique de la discipline pour lutter contre le Covid-19. C'est pas difficile si nous faisons tous une coalition avec cette devise, je ne contracte pas le coronavirus et je ne contamine pas, cela est suffisant. Tranquillisez-vous, nous ne pouvons pas continuer à être prisonniers et être empêchés de divertissement, alors que Dieu nous a fait l'honneur de permettre, malgré cette pandémie, la poursuite de nos activités. De leur côté, la population de Bujumbura continue à déplorer le non-respect des gestes barrières contre le coronavirus. Cette dernière signale que la négligence des autorités est à l'origine de ce laisser-faire. Les détails avec Eloge Cuisea. La population de la ville de Bujumbura dit que la pandémie de coronavirus est négligée collectivement pour la simple raison que les responsables chargés de la prévenir ne s'occupent plus de leur mission. Les habitants estiment qu'il y a parfois un excès d'oseille dans le suivi du respect des gestes barrières, mais un excès d'oseille qui dure un petit moment et les citoyens témoignent. Pour le moment, les histoires de masques qui étaient obligatoires ont été oubliées. Partout où tu passes, dans les bureaux ou dans les banques, tu entres facilement sans peur de masque. Aucun accès n'est interdit. Les citoyens ajoutent dans leurs témoignages l'absence de dépôt d'eau pour se laver les mains, jadis opérationnel. Il n'y a point d'eau sur les lieux de rassemblement, même sur les parkings de Musaga, Kinindo, Kanyosha et Ruziba. Les robinets qui y avaient été installés sont à sec. Il en est de même sur les parkings des bus qui mènent vers les quartiers du Nord. Partout, le lavage des mains n'est plus une obligation. Eloge Cuisea. En page santé, l'on parle également de la prise en charge du cancer qui reste un défi au Burundi, du moins selon la présidente de l'association des personnes affectées par le cancer. Au moment où le 4 février de chaque année le monde célèbre la journée de lutte contre le cancer, Agrippine Nyandwi déplore le fait que cette maladie est souvent diagnostiquée alors qu'elle est déjà à un stade avancé. Que le traitement s'est amélioré, je dirais que c'est trop dire, mais quand même, on essaie d'aider les malades du cancer. On est sur la chimiothérapie, on n'a pas la radiothérapie parce que ici au Burundi, il n'y a pas la radiothérapie. Alors, on essaie de soulager les douleurs si on est en état avancé avec le cancer. Mais il y a des hôpitaux qui ont ouvert des services d'aider les malades du cancer. Les défis sont nombreux parce que d'abord, recevoir le message qu'on a le cancer, c'est vraiment bouleversant. Et l'autre défi, on pense au budget pour traiter le cancer. Une personne en soi ne peut pas se payer le traitement du cancer. C'est la contribution de la famille, des amis, des connaissances. Parlons à présent droits de l'homme où depuis plus d'une semaine, les détenus des prisons de Muramvya et Gitega ne sont pas servis en farine pour la pâte. Ces derniers indiquent que si rien n'est fait, ils risquent de mourir de faim. Lui demande aux autorités habilitées de faire en sorte qu'ils soient de nouveau servis en farine. Les détails avec Aimable Nishimwe. À la prison centrale d'Ogitega, les prisonniers viennent de passer 5 jours sans être servis en farine de manioc. Ce manque de farine s'observe également à la prison de Muramvya. Notre source à Muramvya indique que les prisonniers venaient de passer 10 jours sans farine de manioc. Mais, selon toujours notre source, les prisonniers avaient été servis mercredi dernier, mais aujourd'hui, ils n'en ont pas car la quantité qu'ils avaient reçue couvrait 2 jours seulement. S'il y a un manque de farine, les autorités des 2 prisons ne la remplacent pas par d'autres denrées. Par conséquent, ces prisonniers craignent de mourir de faim. Ils demandent aux autorités habilitées de faire tout leur possible afin que la farine soit de nouveau disponible.
Merci à toi, aimable Nishimwe. Les associations des défenseurs des droits de l'homme alertent elles aussi. La CAT Burundi regrette que les prisonniers rescapés de l'incendie de la prison de Gitega vivent toujours dans des conditions inhumaines. Selon Jean-Claude Niburumunsi, chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi, depuis l'incendie qui a tout emporté dans cette prison, il n'y a pas eu de progrès dans les travaux de réhabilitation. Suivez Jean-Claude Niburumunsi. À la suite de l'incendie meurtrier qui a ravagé une grande partie de la prison de Gitega en date du 7 décembre 2021, causant des dégâts matériels et humains, les prisonniers de la prison de Gitega survécus à cette tragédie vivent dans des conditions déplorables. L'incendie qui a fortement endommagé les principaux blocs de la prison qui abritaient une grande partie des prisonniers. Et entre-temps, les prisonniers ont été installés dans 33 tonnelles pouvant abriter chacune 16 détenus, alors qu'une tonnelle avait été conçue normalement pour abriter 4 détenus. Et pendant cette période pluvieuse, les ondes de pluie inondent les tonnelles et les matériels de couchage sont mouillés de temps en temps. Et les prisonniers se retrouvent en plein air sans aucune protection contre le froid, ce qui constitue un risque évident de cause de diverses maladies. Et d'ailleurs, certains prisonniers préfèrent dormir dans les hangars en reconstruction au lieu de passer la nuit dans les tentes inondées. ACAT Burundi regrette le mépris aussi envers les victimes affiché par la direction de la prison de Gitega lorsqu'elle refuse à leurs familles de rendre visite à leurs proches, surtout les prisonniers politiques, arguant que c'est leur objectif est d'éviter la propagation de Covid-19 alors que le personnel pénitentiaire sort et entre dans la prison sans observer aucune mesure barrière à la pandémie. Mais ce qui nous préoccupe encore plus, ce sont les familles des prisonniers condamnés pour participation au putsch manqué du 13 mai 2015. C'est un traitement discriminatoire que l'on constate lors des visites de leurs proches. En effet, ces familles n'ont plus le droit de connaître la situation de leurs proches en détention, étant donné qu'elles ne peuvent pas les voir même à distance au moment où les autres prisonniers sont autorisés de se montrer à leur famille lorsque celles-ci viennent se rassurer que leurs proches sont encore en vie. Il s'agit donc d'une violation flagrante de la loi par des textes aussi internationaux régissant les établissements pénitentiaires. Le chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi invite le gouvernement à trouver une solution face à ce problème, et ce, le plus tôt possible. Encore une fois, Maître Jean-Claude Niburumunsi. ACAT Burundi attire l'attention des autorités habilitées sur le risque de dégradation de la santé physique et psychologique des survivants de la prison de Gitega, et par manque d'éclairage et au regard de l'effectif élevé des prisonniers et qui dépasse largement la capacité d'accueil. L'hygiène aussi n'est pas observée, surtout pendant la nuit lors des déplacements dans les lieux d'aisance. Les informations à la disposition de la CAT indiquent que la prison de Gitega regorge 1417 prisonniers. De ce qui précède, ACAT Burundi recommande au gouvernement du Burundi d'accélérer la réhabilitation de la prison de Gitega pour améliorer les conditions de détention. Privilégier la prison de Gitega dans le processus de libération des prisonniers conformément aux mesures de grâce présidentielle et assurer la prise en charge psychologique pour les prisonniers en état de besoin et garantir les droits des détenus équitablement, notamment l'accès aux visites et aux soins de santé. Il n'y a pas que les détenus qui risquent de mourir de faim, car les étudiants du premier baccalauréat de différentes facultés de l'Université du Burundi se trouvent dans une situation similaire. En effet, ils n'ont pas encore perçu leur pré-bourse depuis le début de cette année académique qui a commencé il y a 3 mois. Le point avec Eric Niyonzima. C'est l'un des étudiants de l'Université du Burundi qui affirme que les étudiants de premier baccalauréat de cette université nationale n'ont pas encore perçu leur pré-bourse des 2 premiers mois. En conséquence, les étudiants éprouvent beaucoup de difficultés, dont celle de ne pas avoir de quoi mettre sous leurs dents. Un étudiant témoigne. Pour ces nouveaux étudiants, ils ont à présent beaucoup de problèmes à cause de ce retard de plusieurs mois. L'argent de poche que leurs parents leur avaient donné ne peut pas couvrir plus de 2 mois. Par conséquent, ils vivent dans de mauvaises conditions car ils ne connaissent aucun commerçant qui peut leur donner de la nourriture par crédit. Parmi les conséquences de la faim dont ils sont victimes figure celle de ne pas bien suivre et assimiler les cours. Il s'observe des étudiants qui dorment pendant les cours et beaucoup d'absences en classe à cause de la faim. Car ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Sans avoir mangé, on reste faible. Tu ne peux pas bien suivre les cours ou bien se concentrer durant 3 heures en cours quand le ventre est vide.
L'année académique a débuté à la fin du mois d'octobre 2021. Jusqu'à ce jour, les étudiants du premier baccalauréat n'ont pas encore perçu leur prébourse. De plus, ce retard de paiement de prébourse se répète chaque année. Ainsi, les étudiants de l'Université du Burundi demandent aux autorités habilitées et au gouvernement burundais de trouver une solution durable pour leur payer à temps ce prébourse qui reste leur seul moyen unique pour leur survie. Déjà, un étudiant est mort l'année dernière de suite de la pauvreté et de la faim. Merci également à toi Eric Nyonzima. Et en page société, l'association burundaise des consommateurs, ABUCO en sigle, se dit préoccupée par la hausse du prix du carburant, une hausse qui serait répercutée sur les autres secteurs, dont le transport et les denrées alimentaires. Dans un communiqué de presse sorti ce jeudi, l'ABUCO a indiqué que cette situation porte préjudice aux conditions de vie des consommateurs. Il a beaucoup de recommander au gouvernement de revoir les prix de transport en les ramenant à 12,5% au lieu des 25% annoncés. Et voilà, c'est sur cette actualité en bref que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 4 février 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Un bon début de week-end à toutes et à tous.